Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre émission En développement, consacrée aux questions de création et de professionnalisation pour les aspirants scénaristes et les scénaristes émergents. Je suis Marianne Chapelle. Et je suis Rosalie Tenaillon-Chacal. Nous sommes deux scénaristes émergentes. En développement est né de notre volonté de créer un espace de discussion entre pairs autour des questions qu'on se pose en tant que jeunes scénaristes. C'est donc un podcast de discussion collective pour lequel, à chaque épisode, Marianne et moi convions un ou deux invités pour parler avec nous d'une thématique liée à l'émergence. Pour l'épisode 2 de ce podcast, nous allons poursuivre notre réflexion sur le verbe « commencer ». Cette fois-ci, non pas en se questionnant sur comment commencer une carrière, mais sur comment commencer un projet d'écriture. On va donc se demander comment on débute l'écriture d'un scénario lorsque ce n'est pas une commande. Est-ce qu'on choisit de partir d'une idée, d'un personnage, d'une image? Quelle méthode d'écriture utiliser? Pour échanger autour de ces questions, nous accueillons aujourd'hui deux invités scénaristes, Vladimir Olé et Joseph Zins. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième épisode. Est-ce que vous pourriez présenter rapidement votre parcours et aussi nous dire, petite tradition de l'émission, quelle a été votre galère de la semaine en tant que scénariste? Joseph, si tu veux commencer. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'accueil. Donc, je m'appelle Joseph Zins, j'ai 27 ans. Je suis actuellement en train de finir ma formation de scénariste à Nanterre où je fais un master en scénario et écriture audiovisuelle. Précédemment, j'ai fait un master en scénario, réalisation et production à la Sorbonne à Paris 1. Et à côté, j'ai réalisé 2 courts-métrages. Un premier court-métrage de fiction avec TV5 Monde, qui va être diffusé début 2026. Et un court-métrage documentaire avec le Centre Pompidou, qui devrait commencer sa vie en festival bientôt. Donc, je suis très heureux. Et ma galère scénaristique de la semaine, c'est que j'ai attrapé la grippe, comme tout personnage de fiction peut-être. Et donc, j'ai dû repousser tout ce que je devais faire. Et c'est peut-être un peu l'allégorie du scénariste, toujours repousser ce qu'on a à faire jusqu'au jour où on peut plus repousser et qu'on doit s'y mettre. Là, j'ai un prétexte, mais bientôt, j'en aurai plus. Vladimir. Bonjour, je m'appelle Vladimir Olé. J'ai commencé ma carrière il y a 10 ans à peu près, en étant payé 30 € la blague pour écrire Mashup sur Canal+. 30 € la blague acceptée, je précise. Ça fait une sacrée différence. Donc il y a eu des périodes de vache maigre, je vous le cache pas. Et après, j'ai fait la même formation que toi. Je suis passé par la FEMIS en série. Et à la suite de ça, j'ai commencé à écrire sur des sitcoms d'animation pour un studio français, Watch Next Media, donc Oscar et Malika, et aussi Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese, qui sont les noms des personnages, et où Cheese est une sorte de fromage autocentré de 3 ans qui se prend pour Kim Kardashian. Et après, j'ai écrit sur un truc qui s'appelait Réunion, une comédie pour France Télévisions. Donc en fait, c'est une réunion de famille à la Réunion, d'où le titre brillant, trouvé par pas moi. Et ensuite, j'ai écrit sur Mixte, qui est une série qui a été créée par Marie Roussin. Et récemment, j'ai collaboré à l'écriture du film Le Beau Rôle, qui est sorti en décembre dernier au cinéma. Et là, j'ai écrit une série qui s'appelle Grandiose, qui va sortir sur TF1 dans quelques mois, qui est sur les troubles du comportement alimentaire. Et enfin, en ce moment, j'écris un truc... j'adapte Les Fourmis de Bernard Werber. Et j'ai le droit de le dire parce que ils ont communiqué dessus avant-hier. Et ma galère de la semaine, en revanche, surprenamment, malgré tous les projets, c'est l'argent. Okay. Et la violence du temps de travail et du rapport entre les deux. Je gagne ma vie, évidemment, mais il y a des glissements de trésorerie qui peuvent être compliqués quand tout d'un coup, le paiement qui devait être en septembre arrive en décembre et qu'il y a ça sur 3 trucs. Moi, personnellement, je le vis assez mal. C'est un vrai sujet, l'argent et les scénaristes, ça fera certainement l'objet d'un épisode un jour. Je pense que c'est nécessaire, tout à fait. Pour entrer dans le vif du sujet, donc, on vous a invités tous les deux aujourd'hui parce que vous êtes à des étapes différentes dans votre carrière de scénariste et qu'on voulait justement entendre vos 2 points de vue sur les manières d'appréhender l'écriture scénaristique. Et donc, pour commencer, une première question assez large. Comment vous vous lancez dans l'écriture d'un projet? Joseph, tu veux commencer? Moi, je suis à un stade où j'ai peu de commandes. Mais on peut dire que le court-métrage de fiction que j'ai fait avec TV5 Monde, c'était une commande. Donc, il y avait un thème, c'était 2 mains manquées d'eau. Et une BD dont il fallait s'inspirer. Et une BD qui me plaisait pas beaucoup, sincèrement. Et ce qui fait que rien ne me plaisait dans tout ça et que j'ai eu beaucoup de mal, en tout cas, à accoucher d'un scénario qui me plaisait. Et donc, de ce fait, de faire un film qui me plaisait. Et donc, justement, j'avais pas d'image. Et moi, je parle beaucoup. Enfin, en tout cas, j'ai besoin d'images pour commencer un projet.
Et quand je commence un projet personnel, c'est souvent une image forte que je vais essayer de décliner de différentes manières pour après la structurer et créer un récit finalement autour de cette image-là. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Moi, là, je suis en résidence d'écriture pour un court-métrage que je développe du coup depuis 1 an. Et c'est vraiment le tableau d'Ingres, le bain turc, qui a été la fondation du scénario. Et donc, le bain turc d'Ingres, c'est un bain. C'est des bains, des hammams où c'est des femmes nues dedans. Et moi, le point de départ du projet, c'était la même chose. Mais si c'était des hommes qui étaient nus dans ce bain-là, qu'est-ce que ce serait? Et donc voilà, j'ai décliné cette image-là. Et ça, je crois que c'est en train de devenir un scénario. En tout cas, on verra bien. Mais voilà, moi, j'ai pas encore, je pense, à la différence de Vladimir, toute cette notion de commande où là, on doit vraiment exécuter et surtout cocher des cases dans un cahier de charge, quoi. Et, même si je le fais à Nanterre, effectivement, dans la formation où on nous forme finalement à rentrer dans un moule et donc du coup être au service d'eux et donc de faire des commandes. Mais effectivement, je trouve que, en même temps, je trouve que les contraintes, moi, c'est hyper important et c'est hyper satisfaisant de parce que ça peut donner beaucoup de créativité, mais il faut réussir à corréler l'intimité à la contrainte et c'est pas évident parfois, je trouve. Non, j'adore la formule. Corréler l'intimité à la contrainte. Parce que toi, Vladimir, du coup, tu pars pour des projets personnels. De quoi tu pars? Joseph nous disait plutôt une image. Wow, c'est une très bonne question à laquelle je sais effectivement pas trop répondre au sens où ça arrive, quoi. C'est-à-dire que j'ai la sensation que ça me tombe un peu... L'inspiration, hein, pas tout le développement, ça c'est vraiment que du travail. Mais le point de départ de comment est-ce que j'ai envie de faire quelque chose, c'est un peu le côté, poète maudit, mais de genre, ça te tombe dessus, quoi. Par exemple, souvent c'est des thématiques qui te traversent quand même, tu vois, genre qu'il y a des choses qui t'intéressent. Tu vois, genre, pas mal développé de projets avec des personnages un peu anxieux, par exemple. C'est pas un hasard, donc évidemment, c'est des choses qui te ressemblent. Mais non, moi, ça me tombe un peu dessus quand même. D'un coup, je suis genre, ah. Et c'est sous quelle forme? Est-ce que c'est un peu un sujet? Est-ce que c'est une prémisse d'histoire? C'est une idée, en fait. C'est une idée, c'est-à-dire que c'est une envie, en gros. D'ailleurs, c'est plus une envie qu'une idée, c'est-à-dire... ça peut prendre la forme d'un truc narratif, mais souvent c'est plus genre ce serait incroyable si. Et c'est un truc. Et alors après, ça peut être genre exactement. Moi, je comprends très bien le truc du bain turc, genre tout d'un coup de genre et si c'était des mecs, waouh. Mais je pense que ça peut pas être plus que ça. Moi, mon cerveau a tendance à fonctionner avec une idée à la fois. C'est-à-dire que le puzzle, il arrive bien plus tard et c'est une imbrication très complexe et lente. Mais je crois vraiment qu'on a une idée à chaque fois et pas plus. Et après, tu trouves tout le reste. Avec des contraintes créatives, avec de la commande, avec d'autres choses. Mais le point de départ est peut être très ténu. Il suffit d'une chose. Et c'est toujours... pour le coup, ça fait longtemps que je donne des cours d'écriture aussi à Sciences Po. Et en fait, une fois, j'avais fait l'exercice entre le premier et le deuxième cours, leur dire genre, OK, vous trouvez tous une idée, ils en trouvent toujours une. Et au deuxième cours, j'avais dit, OK, vous changez tous d'idée. Et ils disaient, alors quoi un peu révolte, tu vois, genre, si, ça va vous faire du bien. Je sais jamais pourquoi, machin. Et en fait, c'était juste... Et ils ont tous trouvé une autre idée. Et qui était bien aussi. En fait, c'est juste pour essayer de leur faire comprendre que c'était pas fallait pas se focaliser là-dessus. Le travail allait être la suite et qu'en fait, systématiquement, en 5 ans, 20 étudiants par année, il n'y a personne qui ne trouve pas d'idée. Donc en fait, ce stress-là n'a pas lieu d'être. Est-ce qu'il y a une bonne, ce qui peut peut-être nous permettre d'enchaîner avec comment vous choisissez sur quelle idée vous partez? Parce que du coup, si le problème, c'est pas forcément de trouver l'idée, mais comment tu trouves l'idée sur laquelle tu as envie de travailler? Et au contraire, celle que tu laisses au tiroir, du coup, tu te dis, en fait, ça, c'était une idée qui ne mérite pas un développement aussi dense. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Vladimir. J'ai toujours l'impression qu'on choisit pas l'histoire qu'on raconte au début, en tout cas, que si elle jaillit à ce moment-là, à cet instant T, c'est que c'est celle-ci. Je me demande, est-ce qu'il y a des idées qui restent au placard? Est-ce que une idée que tu as eue à un moment ne va pas se transformer et réapparaître dans une autre histoire à un moment? Je sais pas. Mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que je trouve que c'est quelque chose qui sort, quoi. Enfin, moi, j'y crois pas trop à ce... Parce que tu disais poète maudit, donc voilà. Mais finalement, c'est un peu ça. Moi, j'y crois pas trop à je cherche quoi raconter, quoi. Parce que je pense qu'effectivement, on tourne en rond. Je sais plus qui disait ça parce que tout le monde se bat avec cette citation, hein, mais que... voilà, on a 3 grands sujets dans notre vie, quoi. Je veux dire, c'est déjà énorme, 3 grands sujets. Moi, à mon stade, je vais en avoir trouvé 1 ou 2 peut-être, tu vois, 1 et demi.
Et voilà, parce qu'on peut pas parler de tout, on connaît pas tout, on connaît un peu de l'extérieur, un petit peu de nous-mêmes et encore. Et voilà, donc comment je... Après, oui, c'est sûr, parfois, on peut avoir une idée et se dire, bon, ça va être hyper casse-gueule. On est quand même dans une société, et aussi un moment assez critique sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Et c'est très dur parfois de pas... Enfin, moi, évidemment que je pense qu'on est à cette table tous contre la censure, mais de se dire jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux raconter un point de vue, en tout cas. Est-ce que je suis prêt aussi à le raconter, à le défendre bien? C'est plus cette question-là que je me poserais, de mes capacités à moi de pouvoir le faire, que de l'idée en elle-même, est-ce qu'elle est bonne ou pas, en fait. Du coup, c'est ce qui pourrait te faire laisser un projet au tiroir, entre guillemets. C'est ce truc-là d'avoir comment dire, la force d'arriver à le développer ensuite, quoi. Ouais, la force, c'est la justesse, quoi. C'est pas que la force, c'est quand même... faut pas que le projet me trahisse. Il faut pas que moi-même je trahisse ce projet-là. Faut que je puisse le défendre de A à Z. Et donc, il faut que j'ai les armes pour. Et après, moi, je pense que ça n'est pas encore... Enfin, si, ça a pu m'arriver, mais... Je pense que voilà, quand en tout cas, on s'attaque ou on traite de sujets politiques ou sociaux, je pense qu'il faut vraiment être en accord total, j'ai envie de dire, avec ce que tu écris et avec le point de vue, quoi. Être au clair. Ouais. Et toi, du coup, Vladimir, est-ce qu'il y a des projets que tu as commencé, des esquisses que tu as finalement laissés, ou au contraire, des sujets, quand tu t'es lancé, tu t'es dit, ça c'est sûr que je vais le traiter, que je vais aller au bout, que je vais continuer à le développer? Et si oui, comment tu l'as identifié? Oui, je pense qu'il y a entre 100 et 200 trucs que j'ai commencé et pas fini. En vrai, je pense pas que d'ailleurs que le chiffre soit complètement déconnant, mais je crois que ça doit être à peu près ça. J'ai un document pitch sur mon Google Drive et il y a pas mal de trucs. Et encore, ça c'est ce que j'ai noté. Ouais. Jean-Pierre Jeunet disait à un moment donné, enfin tu vois, à la question comment est-ce que tu choisis un projet, comment est-ce que vous choisissez un projet, et il m'a dit l'enthousiasme, quoi, parce qu'en fait il va falloir que j'écrive pendant 1 an, puis que je le finance et que je le tourne et tout ça pendant 1 an, puis qu'après j'aille le défendre et le présenter tout ça pendant 1 an, 3 ans de ma vie. Donc qu'est-ce qui vaut 3 ans de ma vie? Bon, là c'est quand même quelqu'un de relativement libre, enfin dans un environnement contraint, une star entre guillemets, donc évidemment on peut imaginer qu'ils choisissent comme ça. Moi évidemment il y a d'autres contraintes, mais néanmoins l'enthousiasme est globalement le truc le plus important. C'est un peu comme un feu, quoi, une idée. Enfin, si tu le nourris pas, il meurt. Et globalement, un des trucs que je trouve les plus techniques par rapport aux idées, c'est qu'en fait, quand t'as l'inspiration, si t'as un départ de feu, de flamme, il y a un enthousiasme, t'es genre, et si, tu vois, genre, ce côté genre génial de genre le bain turc, c'est des hommes, tu vois, genre, ou autre chose. C'est un personnage qui, tu vois, genre, machin. Et le problème ensuite, c'est de réussir à pas laisser ça crever, quoi. Et sachant qu'en plus, il va devoir le contraindre, lui donner une forme. Et c'est très compliqué parce que souvent, tu perds l'enthousiasme et tout ça. Mais à partir du moment où tu perds l'enthousiasme, globalement, tu perds le projet, quoi. Tu sais plus l'écrire. Enfin, c'est trop dur d'écrire bien quelque chose. Bon, et pour écrire mal, il y a ce qui nous arrive, évidemment. Il y a jamais de problème. Mais pour écrire bien, malheureusement, tu dois donner un peu de ton âme, quoi. Et donc, du coup, là, faut aimer, quoi. Vraiment énormément et donc, en fait, faut revenir à cet enthousiasme. Il faut savoir ce qu'on aimait aussi dans l'idée. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est un des trucs qui est difficile quand on commence à développer un projet. C'est que, effectivement, on part avec une envie, avec vraiment effectivement, un peu cette image, en tout cas, cet idéal et ce truc pas complètement défini qu'on projette quand on a cette première idée. Et puis après, on commence à essayer de le tordre dans tous les sens pour en faire une histoire qui tienne à peu près la route, qui puisse répondre un peu au cadre, à la structure d'un projet, quoi, tout simplement. Et puis à un moment, enfin, en tout cas, moi, je suis un peu dans cette période-là, je suis en mode, ok, alors, qu'est-ce que je voulais raconter au début? D'où est venu ce feu? Et genre, comment je le retrouve? Et qu'est-ce que je garde dedans? Et qu'est-ce qui, en fait, il va falloir peut-être abandonner pour que l'histoire marche, se construise, etc. Et qu'est-ce qui, au contraire, est vraiment l'essence, quoi, et qu'il faut pas perdre. Ça, je trouve ça hyper dur de dompter ce truc-là, pas perdre l'enthousiasme, mais en même temps construire autour. Frédéric Krivine, l'auteur de Un village français, disait la différence entre un scénariste qui fait une carrière et un scénariste qui fait juste un épisode, c'est le plaisir. Parce que c'est trop dur de faire même de la commande, en fait, tu vois. Et donc, en fait, si tout d'un coup, t'as une chaîne ou un prod ou quelque chose, quelqu'un qui te dit genre, il faut faire ça et que t'en as pas envie et que tu le fais, ça va très mal se passer. Enfin, tu vas beaucoup souffrir, quoi, vraiment. Parce qu'en fait, l'exercice est tellement compliqué. En fait, c'est long, c'est lent, tu vois, genre, 52 scènes ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un puzzle.
Et faire ça, la mort dans l'âme, Ouais, c'est long, hein. C'est pas un truc que tu fais en 2 jours, c'est un truc que tu fais potentiellement en plusieurs années. Sachant que déjà, écrire, c'est souffrir. Potentiellement, en tout cas, ouais, effectivement. Et donc, du coup, en gros, si tu retrouves pas des manières de réaimer l'idée systématiquement, le gros du boulot, globalement, c'est ça. Parce qu'après, écrire, enfin, tu vois, genre, tu mets des mots, quoi, sur un ordinateur. Mais le gros du boulot, c'est de réaimer ce que tu fais, quoi. Parfois dans un environnement très contraint. Moi, j'ai l'impression, j'ai une tutrice de scénario à un moment donné de mes études qui m'avait dit, faut que tu t'embarques sur un projet sur lequel tu n'as pas les réponses. Parce que c'est un projet qui va te tenir en interrogation, en questionnement pour toi-même. C'est-à-dire que les personnages que tu construis, si tu es plus, sachante qu'eux, et que ils connaissent moins la vie que... s'ils connaissent moins les réponses que toi, c'est des personnages qui vont pas continuer à t'interroger. Et du coup, c'est des personnages que tu vas avoir envie de laisser tomber. Et j'ai trouvé que ça, ce truc de construire un projet autour de questions qu'on n'a pas résolues pour nous-mêmes ou bien dans la vie, des interrogations qui continuent de nous habiter, ça sert pas mal pour tenir justement ce truc-là de l'envie ou de la curiosité. Je sais pas si ça se place en termes de plaisir tout le temps, mais en tout cas en termes de curiosité. Moi, il y a des questions que j'ai envie de traiter qui vont me maintenir dans cette espèce de curiosité, je pense. Et c'est un bon moteur, enfin, moi, je trouve. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Bah, surtout que moi, je pense, en tout cas, même en tant que spectateur, en premier lieu, si je vais voir un film et que je sens que l'auteur ou l'autrice du film tente de me donner des réponses au lieu de m'apporter des questions, je pense que c'est problématique. Moi, je pense que quand même, quand je propose un objet tel qu'un film ou une série, c'est quand même, voilà, c'est un champ de questions que le spectateur va après faire lui-même sa réponse ou pas d'ailleurs. Mais je pense que tout de suite, de se mettre dans un rapport plus de démiurge, je vous apporte une lumière que vous n'avez pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est un truc qui peut me refroidir un peu en tout cas. D'où le fait que je pense que même à l'écriture, si tu commences un sujet qu'avec des questions, je pense que c'est plus intéressant qu'effectivement si tu viens juste avec des réponses. Bah, là, c'était dans le cadre aussi de choisir entre 2 idées. Il y en avait une qui était plus difficile que l'autre, parce qu'elle m'interrogeait plus et parce que c'était plus flou pour moi. Et en fait, je pense que c'était une plus grande part de risque de partir sur ça, mais qu'en fait, c'était le chemin à faire parce que c'était celle qui allait me tenir le plus longtemps, parce qu'elle allait m'obliger à me questionner, quoi. Et du coup, une fois que... Si on continue notre discussion, une fois qu'on a choisi le sujet, qu'on sait que c'est ça qu'on va traiter, est-ce que vous sauriez nous dire quelle est votre méthode pour commencer à construire un scénario, un projet, et notamment, quelle est votre première étape de travail? Est-ce que vous avez une méthode systématique, disons? Est-ce que ça change sur chaque projet? Vladimir? Ça change sur chaque projet, oui, complètement. En fonction de, tu vois, tout d'un coup, tu reprends une idée qui existe déjà, t'adaptes une œuvre, tu pars d'un projet original. Enfin, tu vois, c'est à chaque fois des exercices différents. Mais moi, c'est systématiquement l'arche, l'évolution, comment le personnage change. Ou les personnages, tu vois, si c'est que ce soit une série, et c'est ça. Et du coup, de là, en fait, sort mon thème, tu vois, enfin, c'est l'évolution que je trouve sur un mec gentil qui devient méchant, une nana généreuse qui devient égoïste, quelqu'un, enfin bon, et juste très simple, hein, vraiment arche égale de A à B, quoi. Enfin, Breaking Bad, c'est Monsieur Patate qui devient Scarface, quoi. Et bah, très clair, Monsieur Patate qui devient Scarface. Par conséquent, si Monsieur Patate devient Scarface, saison 1, épisode 1, est-ce qu'il arrive dans un bar et il démonte tout le monde? Bah non. Saison 5, épisode ultime, sulfateuse, oui. Mais saison 1, épisode 1, bah non, c'est encore Monsieur Patate, quoi. Et donc, évidemment, comme on est dans une série et qu'il faut y aller parce que c'est de la téloche et que les gens zappent, il va falloir qu'il bute quelqu'un, probablement. Tout petit spoiler. Alors, peut-être n'écoutez pas cette émission si je veux faire spoiler. Enfin, désolé, mais enfin bon, divulgacher. Mais globalement, du coup, en fait, c'est ça qui donne toute la structure. En fait, tu le sais déjà, tu commences par là et c'est bon. Ah, si Monsieur Patate devient Scarface, du coup, saison 1, épisode 1, j'imagine que, ok, parce que c'est un pilote de série que je veux aller vite, il faut qu'il bute quelqu'un, mais alors ça va être légitime défense, contraint et forcé, ça va être horrible.
Et peut-être que même limite il a pas fait exprès ou que, enfin tu vois, genre c'était ça ou mourir, tu vois, c'est exactement ce qui se passe. Et du coup, saison 1, il nous faut une évolution, tout est construit autour de ça. Et le reste est très accessoire, je trouve. En fonction de ton point de départ, en fait, ta première étape, c'est de remettre le personnage au centre. Ouais. Parce que du coup, parfois, j'imagine que c'est pas toujours exactement un personnage qui va de A à B. En fait, ton premier travail, c'est de trouver qui est ce personnage et quel est le A et quel est le B, quoi. Quel va être son trajet. C'est ça. Parce qu'en fait, je considère que c'est ça le film. Enfin, ou la série, genre, en gros, quand c'est choral, c'est une autre construction, mais globalement, c'est ça que tu racontes. C'est comment Jean-Michel va fuguer, tu vois, et décider de quitter sa famille. Et c'est s'il y a pas ça, je pense que tu racontes rien. Alors que quand il y a ça, c'est bon, t'as une structure, t'as une boussole. En fait, c'est la grande force, je trouve, en plus des scénaristes ou des auteurs qui font ça, c'est qu'en fait, tout d'un coup, tu sais où tu vas. Bah non, on va pas faire ça. Pourquoi ? Bah parce que ça ne fait pas avancer l'évolution de ce personnage-là qui est en train de partir dans cette direction-là. Et donc, en fait, tout est fonction de ça. Et moi, le fait d'avoir une boussole dans l'écriture qui est quand même perdulande, très agréable. Et ça donne une force énorme, quoi. Et normalement, en plus, ça veut dire que, si tu as de la chance, c'est le truc sur lequel tu te bats en tant que scénariste. En gros, ton prod te dit qu'il faut faire ça, ou la chaîne te contraint de bidule et machin, ainsi de suite. Tu peux tout lâcher, sauf ça. Et tant que t'as pas lâché ça, que ça c'est crédible, ta série ou ton film sera bien, entre guillemets. Parce que ça raconte Groundhog Day, le jour sans fin, le jour de la marmotte, Salut les campeurs, avec Bill Murray. C'est un type qui est vraiment genre infect au départ, et à la fin, il devient quelqu'un de bien, et parce qu'il devient bien, quelqu'un de bien, il peut avoir accès à une histoire d'amour, et tout est en fonction de ça. Et ensuite, le reste de genre les répétitions, la marmotte, c'est du fun and games, quoi. C'est ce qui fait que le film c'est ce qui se retrouve dans la bande-annonce. Mais ce qui est dans le film, le cœur battant, c'est ça. Et tout le reste, c'est pas que c'est accessoire, c'est hyper important, mais ça n'a pas de... Enfin, on peut choisir 1000 trucs, quoi. Enfin, c'est de la décoration, quoi. Mais les fondations, ça ne peut être que ça, pour moi. Et souvent, tu l'oublies. Souvent, tu oublies que en fait, ton cœur, c'est ça. Et parce que tu dois réécrire l'épisode 3 ou je sais pas quoi, et tu as des contraintes de machin. Mais en fait, on s'en fout. Il faut revenir systématiquement à ça. Et ça te permet de construire une série ou un film de façon très forte, quoi. En revanche, je pose des questions vertigineuses, quoi. Comment on devient altruiste Tout à fait, ouais. Et toi, Joseph, est-ce que tu as une méthode d'écriture ? Est-ce que tu avances pas à pas ? Comment tu fais ? Moi, à mon stade, ce que j'ai majoritairement écrit, c'est du court-métrage, dans l'optique de s'insérer en tant qu'auteur-réalisateur, c'est-à-dire faire un court-métrage qui devient ta carte de visite, pour en faire peut-être un second, un troisième, j'en sais pas combien, pour un jour arriver au long-métrage, en fait. Je veux dire, si on n'a pas 1000 contacts ou quoi, c'est le chemin classique. Donc moi, je pense que je parlais de l'image, après, moi, j'ai vraiment besoin aussi vraiment de connaître le personnage, et du coup, de l'entendre parler. Donc moi, j'écris pas mal de petits dialogues ou de petites scènes qui seront pas forcément... après dans la continuité dialoguée. Mais très vite, moi, j'écris des séquences, par contre. Là, je parle vraiment dans le court-métrage, j'ai besoin d'avoir mon puzzle, et après, je vais épurer. Moi, c'est ce qu'on m'a dit en résidence, que ce soit la résidence du Sud ou les autres choses que j'ai faites, c'est que j'ai tendance vraiment à trop charger, et que moi, mon boulot derrière, c'est vraiment de épurer pour arriver à retrouver, je pense que je dis Vladimir de manière très explicite, voilà, juste ce fil rouge qui est une phrase ou deux, en fait, sur ton personnage. Voilà, un personnage égoïste qui devient altruiste, un personnage qui parle pas, qui parle, voilà, juste ce truc-là. Mais du coup, tu dirais que est-ce que tu passes par le dialoguer pour trouver l'ordre de tes séquences, c'est ça que tu dis? Ouais, d'abord par le séquencier, peut-être, en tout cas. En tout cas, et beaucoup de post-it. Donc, je sais qu'avec différentes couleurs, je sais que là, ça va là. Je vais pas écrire tout le dialoguer et faire une V1, une V2, mais si j'ai des idées de dialogue, en tout cas dans une séquence, à un moment donné, je vais tout de suite les écrire. Je vais pas attendre. Mais après, je sais que ça marche pas comme ça plus tard, et que, en tout cas, même, de ce que j'ai pu voir en termes de contrat, souvent on va te faire passer par le pitch, et après par ton sino, ton traitement, ton séquencier, ta congé dialogué. Et évidemment, personne va s'amuser à faire une congé dialoguée jour 1, quoi. Mais je pense en tout cas, à l'étape du court-métrage, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui vont pas du tout passer par le pitch, synopsis, un pseudo-traitement et une congé dialoguée, quoi. Oui, j'ai l'impression que l'ordre de la chaîne de production pour mener au bout un projet n'est pas du tout l'ordre de la création. Et que c'est deux trucs qui ont rien à voir. Ouais. Moi, je sais que je suis obligée de passer par énormément de scènes qui ne seront pas dans le film
mais où j'écris pour que le personnage, comme lui donner vie, quoi. Il vit. Ouais. Mais peut-être que c'est un truc aussi, c'est vrai, de scénaristes plus émergents, quoi. En tout cas, moi, ça peut être un peu mon sentiment, de devoir justement, à titre personnel, passer par tout ça. J'espère un jour pouvoir passer par un peu moins pour aller plus rapidement au but, quoi. Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que oui, je pense à un truc de scénariste émergent et peut-être qu'on a tendance à vouloir trop en faire aussi au début. Et c'est aussi une manière de se rassurer certainement, ou plus tard, en fait, voilà, on t'en demandera moins. Mais juste, on te demandera que ce soit très clair, qu'on voit la direction. Je pense que c'est ça le plus important. Non, mais la clarté est hyper violente parce que ça veut dire avoir fait tous les choix, éliminer toutes les autres options. Bah, c'est Donc, ça, c'est hyper violent. Ouais. Être simple, même Monsieur Patate qui vient de Carsface, oh mais non c'est une idée à la con, genre, eh bah dommage, ta vie vient de changer Vince. Tu vois, mais donc c'est très 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 dur de faire ces choix. Mais en revanche, moi je trouve ça très artistique et censé de quand même passer par du dialogue, de ces choses-là. C'est juste que effectivement moi j'ai tendance à pas le faire. Mais j'ai des amis qui le font, tu vois. Nicolas Lacarrière, pour ne pas parler de lui, tu vois, je sais qu'il adore choper des séquences dialoguées tout de suite, et il a plus ou moins toujours aussi un onglet ouvert avec un film qui tourne pendant qu'il écrit. Non, mais je veux dire, ça, c'est très, 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 très bien de faire ça. Je pense que c'est une approche très artistique qui te permet de trouver le fond, le sens. Donc, non, moi, je pense, c'est pas que je l'encourage, c'est juste que, mais en revanche, je le fais pas. Mais je pense que c'est parce que je suis dans une logique aussi de... Peut-être pas de précipitation, mais en tout cas, j'ai un temps pour écrire. Mais ça marche, hein, ceci dit, ça marche très bien de passer par ça. Et toi, Marianne? Qu'est-ce que je fais? Je fais pas de méthode encore pour l'instant, effectivement, je fais des tests. Je pense qu'en fait, ça dépend vraiment du point de départ et à quel point il est clair. Pour moi, ça change vraiment complètement. Si je suis partie d'une histoire, ce qui arrive assez rarement en vrai, mais quand ça m'arrive, parce qu'à l'an dernier, par exemple, sur mon long métrage que j'ai écrit à Nanterre, j'avais une histoire assez claire très vite. Et du coup, là, j'ai eu très vite envie d'aller dans du concret, aller dans des scènes, ou en tout cas du séquencier, etc. Parce que j'avais des personnages qui se sont apparus très vite, qui étaient clairs pour moi, on va dire. Parce que je pense aussi ils allaient toucher à un truc un peu intime, proche, et donc ils étaient assez évidents. Alors que là, par exemple, je suis sur un sujet en ce moment qui est venu du coup plutôt d'une envie de parler d'un sujet de société, qui est un peu plus décalé de moi, même si je vois un peu quels sont les liens qui se font. Et donc là, il y a un travail qui est beaucoup plus dur, de conceptualisation de qui sont les personnages, un travail de documentation aussi, qui est vraiment très important. Et vraiment la place de la documentation aussi, de la mise à distance par rapport à la fiction. C'est vraiment des questions que je me pose en ce moment. Donc là, moi, je navigue entre faire des propositions de fiction, me documenter, refaire de nouvelles propositions de fiction, c'est-à-dire de dispositifs d'histoire et de personnages. Et je vois qu'il y a des choses qui reviennent, et en fait, je pense que c'est aussi avec ça que tu construis, avec les trucs qui partent aux différentes versions et ceux qui restent, et que au fur et à mesure, tu affines et tu te dis, ok, bon, les choses qui restent, c'est les choses qui me tiennent vraiment à cœur, autour desquelles je vais devoir ancrer mon récit, quoi. Mais voilà, donc vraiment, globalement, je navigue entre la doc, des personnages que j'essaye de dessiner petit à petit avec leurs objectifs, leurs besoins et un peu leurs grosses contraintes, et des dispositifs de scénario. Des pitchs différents, quoi, pour essayer de mettre en mouvement tout ça, quoi. Et bien justement, à propos de documentation, magnifique transition. Ah ouais, bravo. Comme si c'était prévu. On voulait vous demander quelle place vous accordez à la documentation quand vous commencez à écrire un projet, et quelle place vous accordez aux références. Est-ce que vous vous méfiez beaucoup de la documentation qui risquerait de vous noyer ou de vous perdre, ou est-ce qu'au contraire c'est un appui pour créer? Je pense que la documentation, après, ça dépend de quel projet, de quel genre de projet on part. Si je prends Saint-Omer d'Alice Diop, je pense qu'évidemment que la documentation est essentielle et la base de tout. Idem pour le procès Goldman de Cédric Kahn. Je pense qu'évidemment, si on fait des films de procès ou des polars ou ce genre de choses, on est obligé. Bon, après, quand on parle d'un projet de fiction, je pense qu'à un moment donné, la documentation va venir sur certains endroits. J'ai n'importe quoi. Si demain, ton personnage principal, il a un bracelet électronique, tu vas te renseigner sur comment fonctionne un bracelet électronique, est-ce que ça sonne pas, est-ce qu'il y a un GPS, est-ce qu'il n'y a pas de GPS. Donc voilà, ça, je pense que ça rentre à un moment donné, en tout cas, dans le texte. Maintenant, moi, je pense qu'il faut tout... en tout cas, si on parle d'une envie de fiction, moi, je pense, en tout cas, ce que je fais, c'est d'abord répondre à son envie, donc sans forcément se documenter, et qu'après, ça vient pour être une seconde couche, parce qu'on a quand même toujours...
Enfin voilà, le réalisme, c'est l'illusion du réel, donc la vraisemblance, donc on a quand même pas envie de se fourvoyer et de raconter n'importe quoi à un moment donné, si effectivement on a des éléments factuels qui viennent soit dans l'intrigue, soit dans... J'aimais bien ce terme que tu as utilisé quand on parlait d'un jour sans fin, soit dans le décor, la décoration, un peu dans le strass et les paillettes qu'on met au scénario, quoi. Mais moi, j'ai vu Claire Simon en masterclass qui a vraiment dit une phrase toute simple que j'aime beaucoup, qui est surtout documentariste, mais qui a fait de la fiction, qui a dit: dans le documentaire, on cherche l'histoire, dans la fiction, on cherche le réel. Et c'est quelque chose qui me lâche vraiment pas, parce que je crois qu'elle a vraiment raison. Et qu'à un moment, on cherche vraiment le réel quand on fait de la fiction, quand même. Donc... Brillante, Claire Simon. C'est des idées gratuites, la docu. Donc, en fait, c'est quand même très agréable. Effectivement, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ce que tu as dit ? Oui, faut pas en faire une excuse pour poser le stylo. C'est juste ça. Ça, c'est Enfin, Dieu sait que quand on écrit, on cherche toutes les raisons possibles de pas écrire. En tout cas, dans l'expérience de tous les scénaristes que j'ai connus. Et donc, globalement, si vous avez des problèmes de procrastination, vous n'êtes pas seul, c'est normal. Mais du coup, oui, là, la documentation doit juste pas interrompre l'écriture à aucun moment. Genre, je vais me renseigner pendant une semaine avant d'écrire, je pense que ça, c'est pas non. La documentation est intéressante parce que tu as une idée. Ouais. Je voudrais raconter effectivement un film de procès, Patrick Henry, tu vois, l'abolition de la peine de mort, le dernier condamné, j'en sais rien, tu vois, genre de truc, oui. Mais tu veux raconter quoi sur lui ? Je voudrais raconter, en fait, la première fois qu'un mec a été gracié, qu'il n'a pas été condamné, et justement ce qu'il fait en prison après, tu vois. Genre, en gros, c'est quoi la vie après avoir échappé à la peine de mort, tu vois, et peut-être, tu vois, j'en sais rien. Bon, t'as un départ d'envie, et là, tu te documentes. Et du coup, tu vas aller chercher ce qui est intéressant là-dedans. Sinon, pareil, quand tu fais un biopic sur une personne célèbre, tu fais un biopic sur Joséphine Baker, j'en sais rien, moi, et tu vas pas, on s'en fout de toute sa bio Wikipédia, c'est important de la connaître, bien sûr, mais c'est quelle étape pile tu vas trouver dans sa vie, ce petit truc qui tient en 2 lignes, et c'est ça que tu racontes, et c'est ça sur lequel toi tu t'obsèdes. Du coup, la documentation sans l'idée, c'est de la lecture, quoi. Enfin, c'est du plaisir, ou enfin, tu vois, ou du journalisme, mais donc non, je pense que c'est très bien dit. Faut juste pas poser le stylo, c'est tout, de manière générale. Enfin, si, pour vivre et être heureux, mais Quelle place vous accordez aux références ? Moi, je sais que quand j'ai commencé au tout début à écrire, j'avais un peu ce truc de je ne veux surtout pas voir ce qui a été fait, parce que sinon ça va me gêner, ça va d'une certaine manière me mettre des images en tête, et du coup je vais copier ou je ne sais quoi. Et du coup, je voulais pas voir des trucs qui avaient un trait à ce que j'écrivais. Bon, comme tout le monde parle tout le temps de références quand on écrit, je m'y suis mise un peu contrainte et forcée. Et voilà, je me demandais quel était votre rapport, vous, aux références dans l'écriture. Je vais citer quelqu'un, Eddie Cadour, qui est romancier, qui a travaillé à un moment donné avec Desplechin, et il me disait qu'en fait, dès qu'ils écrivaient une scène, le mec commandait des DVD, à l'époque, et les faisait venir par un coursier, et en fait, ils n'arrêtaient pas de regarder toutes les scènes en fait, de films. En fait, systématiquement. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il imaginait un truc, il regardait. Pourtant, c'est un créateur. Enfin, c'est vraiment un créateur au sens original, cinéma français, indépendant, tu vois, genre vraiment. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose de très original et neuf. Mais ça n'était que systématiquement en s'abreuvant de tout. C'est comme la docu, quoi. C'est idée gratuite, quoi. C'est quand même. Et puis, forcément renouvelé. Enfin, tu vois, genre, tu vas évidemment changer, quel que soit le projet que tu écrives demain, a priori. Bon, tu me diras, le plagiat, non. Mais en revanche, s'abreuver de ça, je pense que c'est intéressant, en fait. Artistiquement, c'est hyper intéressant. Tu peux en faire des choses géniales. Mais pareil, c'est des choses qu'on met souvent pas en place parce qu'on n'a pas le temps, ou on a peur. Mais non, je pense qu'au contraire, tu vois, genre, en fait, ça va te donner de l'enthousiasme. Dès que tu vois un truc bien, t'es genre, c'est génial. Et ça peut te donner et ça incarne et ça visualise aussi. Genre, c'est possible de faire ça. Genre, enfin, moi, je sais que parfois, il y a des films qui me surprennent de ouf, et tout d'un coup, je me dis genre, waouh, on peut arriver à faire ça. Donc, non, je trouve que c'est une permission, les idées des autres, quand elles ont en plus été tournées et tout ça. Alors qu'au développement, on est là, genre, est-ce que ça va marcher ? Donc, je trouve ça bien. Je pense que c'est hyper intéressant comme matériel.
Moi, je suis complètement d'accord. Moi, j'irais plus loin parce que tu disais pas de plagiat, mais je pense que quand on regarde le cinéma, tout le monde plagie tout le monde. Je veux dire, mais chacun le refait à sa sauce après. C'est ça ce qui est beau. Je pense que faut pas être dans une position où on va croire qu'on va inventer quoi que ce soit. Tout a déjà été fait et rien n'a été fait encore, en fait. Je pense que tant que c'est ton regard et ton point de vue, et je pense que oui, les références, moi, je pense que c'est important. Après, moi, j'ai le sentiment, quand je parle de manière très personnelle, c'est que je vais en avoir beaucoup au début, et peut-être que je vais la regarder vraiment quand c'est au tout début du projet, pour me nourrir, en fait. Et après, par contre, quand je suis vraiment dans le corps et dans le dur, là, j'ai plus du tout l'envie, en fait, d'en regarder, quoi. J'ai envie de rester avec mes propres images qui sont dans ma tête et celles que j'ai envie d'écrire, quoi. Mais oui, je pense que les références, de toute façon, si c'est pas l'étape d'écriture, c'est l'étape d'après, qu'on va en regarder, s'inspirer, s'infuser. Je pense que c'est génial, ouais. Ouais, mais j'en suis revenue un petit peu de cette position de anti-référentiel. Mais c'est vrai que j'avais ce truc-là au début pour pas être polluée. En fait, voilà, c'était ça. Je voulais pas avoir l'imaginaire pollué. Et aujourd'hui, maintenant, je me suis mise à regarder des trucs et effectivement, ça ouvre l'imaginaire sur ce qui est possible, etc. Ça, je trouve ça chouette. Et je trouve aussi que c'est chouette de regarder d'autres trucs qui sont pas spécifiquement liés à son projet. Enfin, moi, je trouve que vraiment, là, j'alterne, je regarde de temps en temps des trucs qui sont en lien avec mon projet pour continuer à me nourrir, mais je regarde aussi des trucs qui n'ont rien à voir. Et je trouve que, en fait, si tu les regardes quand même avec un œil de scénariste, etc., que tu te demandes comment c'est construit, ça t'aide aussi sur tes projets. Et sans avoir ce truc qui, je trouve, parfois peut être un peu oppressant quand tu cherches de la référence. Parfois, je trouve que la référence peut être un peu écrasante quand même, soit parce que c'est super bien et que t'es là genre, je ne ferai jamais un projet aussi génial que celui-ci, donc parce que ça vaut même la peine de l'écrire. Et du coup, je trouve que c'est chouette aussi de regarder d'autres trucs et d'utiliser les trucs qu'on voit ailleurs. Et ça permet en plus parfois de prendre des idées, mais en se disant, attends, mais si je l'applique à mon projet, donc c'est pas la même idée. Et ça, voilà, ça, sans avoir la sensation de plagier, quoi, justement. C'était le philosophe Alain qui disait quand on a une idée, on en a deux. Parce qu'en fait, c'est la variante ou le contraire, tu vois. En fait, c'est juste, tu touches, tu te déplaces un tout petit peu. Une fois, j'avais fait cet exercice avec, des gens, tu prends Breaking Bad, mais tu changes un truc, ou tu prends son contraire, ou tu l'évolues. Et en fait, tu te rends compte que tout d'un coup, t'as une sorte de explosion d'idées. Il y en a énormément, en fait. Tu vois, genre, ok, ça donnerait quoi Breaking Bad en France où il y a la sécurité sociale? Ouais, c'est une super idée, hein. Non, mais tu vois, mais question, tu vois, ou alors justement, on est en France, il n'y a plus la sécu, et on fait Breaking Bad, et on fait un projet d'anticipation dystopique un peu, mais genre qui est pas dans le futur. Tu vois, j'en sais rien, je raconte n'importe quoi, mais je veux dire, globalement, en fait, tu sais, tu décales juste une idée, t'es genre, oh waouh, et tu te rends compte que t'en as 1 milliard. Et comme en plus t'as un truc qui était balèze à la base, ça t'encourage un petit peu, quoi. Et effectivement, après, c'est vrai qu'en revanche, les références peuvent être lourdes. Ça, c'est un truc, très anecdotique, mais si vous faites une série de comédie dramatique avec une héroïne de 30 ans un peu déglingo et très marrante, ne citez pas Fleabag. Ouais. Parce que tous les diffuseurs, déjà, la référence vous écrase. Et tous les diffuseurs vont avoir l'impression qu'en fait, on va faire la même chose en moins bien. Donc là, il vaut mieux pas le citer. C'est un truc de stratégie, mais pareil, si vous faites une série sur... Parce qu'ils ont essayé de faire Mouche, ils ont essayé de le faire en plus il y a ça. Et pour le coup, désolé Camille, mais c'était pas bien. Ouais, malheureusement la référence a écrasé. Bah oui, exactement. Mais t'as tout fait, c'est juste pour aller dans ton sens, t'as tout à fait raison, je pense. Pour finir et pour rebondir sur ce que tu disais, après je pense qu'aussi c'est intéressant quand tu dis je regarde des choses qui sont pas forcément corrélées à mon sujet. Enfin, je pense que si on veut se faire ce métier, c'est qu'aussi on a tous à un moment regardé Monsieur Patate qui voulait devenir Scarface, c'est des films, donc je pense que on passe notre temps à faire ça. Enfin, c'est toujours notre désir, qui remonte à la petite enfance, à aujourd'hui, de fabriquer des images, quoi. Donc, Oui, mais je crois que je le fais aussi pour entretenir le plaisir, justement. Ouais, et aussi. Parce que des fois, si c'est trop proche de mon sujet, j'ai vraiment la sensation de faire des devoirs. Ouais. Et du coup, pour garder le plaisir et en fait, justement, pas entretenir la petite flamme dont on parlait, moi j'ai aussi besoin de regarder des trucs parce que ça me fait plaisir, parce que c'est pour moi. Et en fait, ça vient nourrir, mais j'ai l'impression que ça vient mieux nourrir si j'ai pas la sensation de le faire parce qu'il faut que je le fasse. Il faut le faire, ouais. Voilà, mais c'est vrai. On continue sur les questions de méthode d'écriture. Est-ce que pour vous, le format du projet, quand vous choisissez votre sujet, est toujours évident? Joseph, tu disais par exemple que tu as écrit beaucoup de courts-métrages. Est-ce que tu as toujours la certitude que tel sujet va être traité sous la forme courte ou toi, Vladimir, sous la forme sérielle ou autre? Est-ce que ça vient avec le sujet qu'on choisit ou bien est-ce que c'est une étape plus tard? Ouais, moi je pense que je suis en train maintenant de beaucoup plus me poser la question du format en tout cas. Mais oui, fut un temps, j'écrivais, je savais. Enfin, en tout cas, j'étais obstiné par l'idée du court-métrage, donc il fallait que je le rende dans un court-métrage. Donc,
Mais aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a des sujets qui méritent un traitement beaucoup plus long. Et même, moi, je reste aussi un grand fan de séries et j'ai envie d'en faire mon métier aussi, d'écrire. Du coup, moi, la série, ça m'intéresse beaucoup. Et donc voilà, que ça dépasse aussi même le long métrage, donc le format sériel qui est très intéressant. Et ça, je dois dire que c'est plutôt grâce à Nanterre que moi, je prends beaucoup de plaisir à écrire la série, du coup. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez satisfaisant. Comme je disais, à trouver les arches, les intrigues, les persos. Puis, je pense que là, du coup, tu peux vraiment prendre le temps et tu as le luxe, avec des guillemets, je mets bien sûr le luxe, parce que c'est aussi le fardeau de pouvoir traiter un sujet vraiment, un sujet vaste de différentes manières, avec différentes approches, quoi. Mais moi, je reste toujours dans une approche où, vu que j'ai envie de faire du scientifique, j'ai envie de réaliser aussi. Donc, forcément, aujourd'hui, j'écris beaucoup de cours, encore. Ok. Et il y a le long que je développe avec Nanterre, les 2 séries que je développe avec Nanterre, et je suis très content d'avoir à côté. Mais voilà, là, je suis quand même toujours dans mon... Je dirais que je suis très têtu, hein, mais je reste toujours dans mon optique Non, de faire le cours, quoi. c'est très bien. Et toi, Vladimir, du coup, est-ce que les formats des sujets dont tu t'empares sont toujours clairs au moment où tu débutes des projets personnels? Oui, quand même, je pense. J'ai envie d'écrire un cours. Je vais y réfléchir comme ça. Enfin, si je veux faire une série, pareil, un film, en fait, je pense que ça accompagne toujours l'idée. Donc oui, c'est plutôt clair. Après, effectivement, en revanche, est-ce que ça pourrait varier énormément? Enfin, tu vois, genre, effectivement, il y a une part de contrainte dans le format. Enfin, tu fais ça pour la télé, donc ça va changer ça. Tu fais ça pour le cinéma. Mais en effet, oui, enfin, ça débarque très vite, quoi. Ok, donc quand tu te saisis d'un sujet, tu sais déjà en fait quelle forme audiovisuelle, on va dire, elle aurait. Globalement, ouais, mais après, en revanche, c'est un énorme travail. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, genre, effectivement, en vrai, du 52 ou du 26, ça, c'est dans le boulot que tu le découvres. Enfin, tu vois, genre, Ouais, c'est là que j'allais te poser, moi. donc oui, effectivement, il y a quand même beaucoup une part de... Mais disons que si j'attrape une idée pour enfin, très rapidement, moi, je vais réfléchir à est-ce que c'est un... Mais même au-delà du minutage, est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est une BD? Est-ce que c'est une émission de radio? Tu vois, est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce que c'est un court-métrage? Tu vois, genre, mais assez rapidement, oui, parce que ça change tout, en fait. Donc, en fait, très vite, j'y pense différemment. Tu vois, genre, et même si moi, je réalise un truc, par exemple, si j'écris un film pour le réaliser, ouais, je sais que c'est la dimension personnelle qui va... Et je veux être absolument libre. Enfin, tu vois, genre, enfin, c'est très... ouais, en fait, ça a un tel impact que c'est une question que je me pose très tôt, quoi. Et c'est pas un truc, enfin, ça t'est jamais arrivé, par exemple, de développer quelque chose pour que ce soit une série, et à un moment, tu te dis, en fait, je sais pas si j'ai la matière, je sais pas si ça sert vraiment l'histoire, que ce soit sous forme de série, est-ce que ce serait pas mieux que ce soit un unitaire ou un film? C'était jamais arrivé de changer de braquet en cours de route, quoi. Si, ça arrive plein de fois, et ça, voilà, ça peut être un moment du développement où tout d'un coup, ne serait-ce qu'on t'a refusé le projet, tu le transformes. Par exemple, je vais reciter Nicolas Carrière, il va dire qu'il y a un truc chelou, mais c'est pas grave. Désolé Nicolas. Lui, il avait écrit son TFE, tu vois, genre à la Fémis, et effectivement, tu vois, genre les directeurs du développement lui ont dit non, tu vois, genre cette idée-là, ce mec vieux qui fait des enquêtes à Ratigny, on n'en veut pas. Bon, il a proposé un autre projet, mais ensuite cette idée, il l'a transformée en roman. Et parce qu'il savait que ça pouvait pas se vendre en série. À ce moment-là de sa carrière, très compliqué, un truc aussi chronique, un peu désabusé, étrange, il en a fait un roman. Où il a trouvé son espace de liberté et où il a pu le créer, tu vois. Parfois, le changement de format peut être un truc fondateur, parce qu'en fait, sur tout un coup, c'est possible de le faire. Il y a des idées génialissimes qu'on peut pas faire dans tel format, soit parce qu'on n'est pas à un endroit de sa carrière ou de son travail où on nous donne la permission de le faire, soit parce que, effectivement, pour l'histoire, c'est mieux, enfin, des contraintes de marché ou que sais-je. Donc, ça peut tout changer. Juste peut-être pour les non-initiés, les TFE, c'est les travaux de fin d'études à la Fémis. Oui, désolé. Et donc là, c'était son projet de fin d'études qui était une série, donc. Et puis là, effectivement, dernièrement, dans les 10 dernières années, on a connu une révolution du format avec les plateformes. C'était fou quand même. Enfin, tu vois, genre de pouvoir tout d'un coup se dire qu'on n'a pas besoin de se retrouver mercredi à 19h30 pour voir Colombo. C'est un changement fondamental pour l'écriture et le storytelling. Et donc, c'était excitant d'en faire partie. Et du coup, une dernière question de méthode, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre émission. Comment vous travaillez pour construire la structure de votre essai une fois que vous êtes lancé sur un sujet? Est-ce que vous avez des méthodes de construction de structure que vous voudriez nous partager? Est-ce que c'est quelque chose qui est très changeant, encore une fois, en fonction des projets?
Et peut-être que Marianne, tu voulais préciser. Oui, c'était un peu, du coup, en fonction de justement d'où vous partez. Donc, si c'est plutôt une thématique ou si c'est plutôt vraiment un début d'histoire, un pitch un peu. Est-ce que, en fonction de, voilà, si vous partez de plutôt d'un thème, d'un propos, comment vous allez trouver l'histoire? Et si vous partez au contraire peut-être de quelque chose, d'un récit, d'une idée, comment vous allez trouver ce qui se cache derrière, ce que vous avez vraiment envie de raconter avec, en fait? Je suis désolé, je vais redire le même truc que tout à l'heure sur l'arche. Ouais, sur les personnages. Mais c'est enfin, vous allez tous vous casser la gueule sinon de toute façon. Non mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'éventuellement, en revanche, sur un court-métrage ou un truc vraiment qui est presque de l'ordre de la vidéoplastie, enfin bref, des choses ambiantes, non dramatisées, tu peux te passer de ça. Tu peux peut-être essayer de filmer un sentiment, ou si tu vas dans les trucs David Lynch, mais dans la période David Lynch, c'est-à-dire quand il faisait les trucs les plus étranges, là, peut-être qu'effectivement, tu peux t'amuser à construire autre chose. Mais tu rentres tout de suite dans un cinéma très particulier. Dans un type... Si en revanche, tu veux raconter une histoire, pour moi, il y a vraiment un côté, tu sais, genre les photos avant-après. Et du coup, en fait, avant, il était comme ça, et après, il est devenu comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et c'est ça, une histoire. Et du coup, par exemple, dans une série, Ouais. et une série où il y a plusieurs personnages, une série chorale, mais bon, il y a toujours plein de personnages dans une série de toute façon, tous n'ont pas la même trajectoire. Non. Et pourtant, il faut bien que la série ait une forme de cohérence d'ensemble, alors que les personnages ne vivent pas la même chose, n'ont pas la même trajectoire. Du coup, comment tu trouves ça, par exemple? Comment tu trouves cette thématique qui va venir un peu lier ta série? Je pense que c'est ton idée de départ. Tout d'un coup, tu voulais faire une série dans les années 60 pour parler de la société de consommation. Et il y avait un truc déprimant là-dessus. Et en fait, quand tu fais Mad Men, tu vois, c'est ça ton idée de départ, c'est ça ton thème. Le feu, tu vois, dont on parlait. C'est-à-dire ça, ce truc qu'il faut réapprendre à aimer. Parce qu'en fait, peut-être que écrire une série sur une agence de pub, c'est de la merde. Tu vois, genre, bah ouais, peut-être que c'est nul. Bon, dommage, encore une fois, là, tu étais encore en train de perdre un sacré truc. Vince, tu vois, genre, on a fait Breaking Bad. Mais du coup, en fait, c'est ça ton feu, le thème de départ. Ah, je voudrais écrire un truc sur les premiers lycées garçons-filles, tu vois, pour mix, tu vois, genre machin, enfin, et qui probablement a intéressé Marie Roussin parce qu'elle avait grandi, tu vois, genre dans un collège-lycée, justement, non mixte. Ce que je veux dire par là, c'est le thème, à mon avis, c'est ton idée de départ, c'est le truc qui t'a excité beaucoup. Ouais. Et ensuite, là-dessus, tu mets les arches. Et toi, Joseph, sur le court-métrage, du coup, pour la question de la structure, comment ça s'articule pour toi? Est-ce que tu trouves la structure d'emblée parce que tu es sur du format court? Non, je pense pas. Par contre, moi, je pense que Vladimir dit quelque chose de très important quand on est dans le court-métrage. Là, je pense qu'on est beaucoup moins regardant. Enfin, quand je dis nous, c'est pas forcément les auteurs. C'est, je veux dire, tout le marché est moins regardant sur une structure qui va marcher. On sait qu'on est sur un geste, que le marché du court-métrage n'a pas de souci de rentabilité. Donc, on est quand même dans un laboratoire. On autorise encore, quand même si ça devient un peu compliqué, à expérimenter, donc à chercher pour trouver, quoi. Maintenant, je pense que oui, quand tu lis ton histoire, court-métrage, que ce soit de 2 minutes ou de 20 minutes ou de 40 minutes, s'il y a un problème structurel, il y a un problème structurel. Donc, faut le trouver. Mais je crois qu'il y a vraiment cette idée, comme un film très auteur, type David Lynch, comme tu disais, où l'histoire va trouver sa propre forme, quoi. Et je pense que tout ce que tu as à faire, c'est de continuer de l'accompagner. Mais à un moment donné, oui, moi dans la résidence où je développe le court-métrage, j'ai eu 12 versions. Et si je prends la V1 et la V12, il y a le même point de départ, donc ce qui est rassurant, mais pas la même chose. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. La structure s'est métamorphosée, Ouais, quoi, au fur et à mesure. après, je pourrais rentrer dans le détail, mais oui, la structure, on l'a trouvée, et elle fonctionne très bien comme ça, et je suis très content, quoi. J'ai peut-être un dernier truc sur la structure, si tu veux. J'avais rencontré le scénariste de Betty Pool, qui est devenu ensuite en thérapie et in treatment en Israël. Et lui, il m'avait dit un truc qui m'avait fasciné par rapport à la structure. Et ça, pour les scénaristes, c'est important. C'est à la fois le truc des arches, de justement comprendre que structurer, c'est essentiel. Ça, c'est très important. En revanche, une fois qu'on a appris ça, ce scénariste-là, justement, ce mec, nous avait expliqué que fallait désapprendre tout ce que tu avais appris en école de scénario. Genre, quoi? Genre, ça, qu'est-ce que c'est que cette phrase de poseur? Tu vois, bon, je l'ai pas égorgé. Tu vois, genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois. Et en fait, pas du tout. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que tu vois, les réalisateurs fonctionnent beaucoup avec des images, tu vois, des désirs et tout entre scénaristes. Alors bon, Jean-Michel à peu près, tu vois, alors, au bout d'un moment, ça devient angoissant ton truc. Mais en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est que ultimement, la structure, on s'en fout
fou. Tu vois, genre, en fait, il faut que ce soit intéressant et beau. Et lui nous parlait en fait de old storytelling et de new storytelling. Et old storytelling, en fait, c'était genre une manière d'écrire les choses assez lentement, tu vois, genre, enfin, de manière assez linéaire. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, à la fin, ultimement, en fait, on veut que ce soit fort, frappant, tu vois, émotionnellement chargé. Ça doit être des tableaux, même des scènes, genre vraiment puissantes. Et en fait, la structure, tu vas trouver comment d'aller de A à B, tu vois, puis à C, puis à machin. En revanche, il faut que ce que tu racontes soit génial à voir. Et donc, en fait, la structure est une super boussole. Mais il faut savoir s'en échapper, en fait. On s'en fout de la logique. Personne regarde un scénario parce qu'il est bien logique. Ah, t'as vu ce film hyper logique? Ah, il était imparable. D'ailleurs, même quand tu construis de la comédie, tu vois, par rapport au thriller, tu dois savoir t'en échapper. Parce que typiquement, la comédie, enfin, la logique en comédie est hyper importante. Il y a un rythme de fou et tout ça. Mais il faut savoir en sortir, en fait. C'est ça qui va parfois provoquer l'humour, même l'humour absurde. Globalement, c'est un truc qui ne devrait pas se passer, qui est pas rationnel, et qui est illogique, et c'est ça qui te surprend. Mais du coup, globalement, en gros, à la fois, tu dois poser des rails hyper structurés pour savoir dans quel sens tu vas, et en revanche, savoir que ça n'a aucun intérêt. Donc, en fait, c'est la décoration. À un moment donné, c'est pas décoration, c'est ce que tu manges. Enfin, c'est tout le sel du truc. Donc, en fait, oui, ça va être essentiel, tu vois, genre... personne n'a envie de vivre dans un plan d'architecture. Enfin, on veut une vraie maison, quoi, avec genre une cheminée et puis un canapé. Moi, je suis complètement d'accord, parce que je pense que la plus belle des structures, à terme, c'est celle que tu as oubliée. C'est celle qui ne se fait pas, qu'on peut pas remarquer. Parce que si tu es devant une série ou un film où c'est tellement bien structuré, mais qu'il y a que ça que tu vois, ça devient extrêmement robotique. Bon, ça intéresse personne. Je pense que l'idée de vivre dans un plan d'architecte, ça emmerde tout le monde d'office, quoi. Donc, en revanche, ça rassure les gens. Ça rassure les gens, mais enfin, nous, quand même, le boulot premier, c'est de donner vie, quoi. C'est avec toute la fragilité, les failles qu'il y a là-dedans. Donc, À propos de failles, ce sera la dernière question de notre émission. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à la page blanche? Comment vous faites pour nourrir votre créativité? Justement, dans la question de commencer l'écriture d'un projet, qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à commencer l'écriture d'un projet en tant que scénariste? Si tu veux, je me lance. Allez. J'affronte mon angoisse de la page blanche. Je pense que ce sera plus intéressant pour Vladimir, parce que moi, je suis pas encore le... C'est vraiment un truc très, tu vois, récurrent, la peur d'écrire. Globalement, c'est lié, en fait, pour moi, à la peur de faire un truc pas bien. En gros, la procrastination en écriture, c'est tellement un truc important qu'on a conceptualisé ça et qu'on a appelé ça l'angoisse de la page blanche. Mais donc nous, on est tellement au courant que c'est un truc chez nous que genre limite les gens connaissent 3 trucs sur l'écriture, c'est ça. Donc, visiblement, c'est un truc qui est fondamental pour nous. Et c'est le cas. Mais en fait, pour moi, c'est lié à la peur de l'échec, à son angoisse de faire mal. Et la seule solution par rapport à ça, c'est généralement d'écrire de la merde. Je m'explique. Dan Harmon a écrit, donc le créateur de Community, Rick et Morty, a écrit un truc qui s'appelle le Tao of Poop. Direct pour faire un mauvais pilote de série. Et donc le Tao du caca, donc la Bible pour faire de la merde, littéralement. Pardon, c'est un peu scato, mais c'est vraiment c'est le nom du truc. Et en fait, lisez-le, c'est disponible sur Internet parce que Dan Harmon est un mec qui a beaucoup blogué, donc en fait, il est très généreux sur le processus d'écriture. Et en fait, dans le Tao du caca, il explique que genre en gros, donc il donne 10 règles pour écrire un mauvais pilote de série. Et il dit en fait tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à écrire. Et en fait, ce qui fait qu'on n'arrive pas à écrire, c'est la peur gigantesque d'échouer, la confrontation avec son idéal. Parce qu'en gros, quand on regarde un bon épisode de série, je sais pas, moi, n'importe quoi, genre Friends ou j'en sais rien, en fait, nous, notre V1, quand on arrive avec notre V1, on vient d'avoir une idée, un départ de feu, et puis on commence à écrire, et c'est tout moisi, quoi. C'est nul, tu vois. Genre, enfin, on est très enthousiaste, mais très rapidement, cet enthousiasme commence à se casser la gueule, et on se rend compte que rien ne marche, quoi. Et tout d'un coup, on regarde un épisode de Friends ou quoi que ce soit, on se compare avec un truc qui est globalement la V28 d'un projet sur lequel ensuite il y a des comédiens qui sont venus, genre une vingtaine de comédiens tout à coup qui sont venus pour faire des trucs, qui ont apporté énormément de choses. Ensuite, il y a les réalisateurs qui ont fait un découpage, puis après il y a eu le travail du montage, et en fait, il y a eu 200 étapes de travail. Et là, effectivement, quand on regarde le produit fini, c'est bien. Mais du coup, on compare ce truc où il y a eu 200 étapes de travail vraiment importantes avec un projet qui a seulement genre 15 secondes ou tu vois genre quelques heures ou quelques jours de développement. Donc en fait, c'est très compliqué, pardon. Et juste pour aller vite, effectivement, en gros,
L'angoisse de la page blanche, l'angoisse du vide, c'est juste la peur d'échouer et de faire un truc pas bien. Et donc, en fait, il faut apprendre. Je vous résume le Tao du Ikea. Faut baisser les enjeux, il faut apprendre à faire un truc pas bien. Faut commencer, faut faire des premières étapes. Et ultimement, à force d'échouer, à force de faire des trucs pas bien, ainsi de suite, ça va finir par prendre forme. Mais ta V1 ou ta V2, en fait, la prochaine version, tu ajoutes des choses. Et tu vas vers un échec, bien entendu, automatique, c'est sûr, ce sera pas bien. Il faut juste apprendre à vivre avec ça et à cohabiter avec ça. Et oui, tu veux faire un truc génial avec un grand souci d'exigence, mais il faut apprendre à y aller petit à petit, quoi. Ultimement, tu deviendras peut-être champion olympique de natation, mais déjà, Fais rentre une dans la longueur, quoi. piscine, tu vois, genre, enfile un slip, fais une longueur. Et ultimement, tu vois, alors, oui, mais ça va prendre du temps. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Et en fait, à chaque fois que tu te remets à écrire, il faut juste chercher à faire un peu mieux. Mais si tu cherches à faire un truc vraiment bien, t'es coincé, c'est trop dur. C'est dans 3 ans que le projet sera bien. Bon, je pense pas que je pourrais dire mieux, mais en tout cas, je suis complètement d'accord sur l'idée que la page blanche, en fait, c'est vraiment une métaphore de la peur, quoi. Moi, je reprendrai ce que je dis à la fin, où je pense qu'il faut vraiment aussi. L'écriture, c'est du travail. Moi, il faut démystifier l'idée de l'inné, du talent, du style. Enfin, je pense que c'est comme toute autre chose, c'est que tu bosses, quoi. Et en bossant, tu t'améliores. Et parce que moi, je suis vraiment d'accord avec Vladimir, donc je vais pas non plus m'étendre pour m'étendre. Mais je me rappelle que mon directeur de master à Paris 1 avait dit une phrase qui m'avait beaucoup plu. Enfin, en tout cas, qui m'avait beaucoup plu. J'ai peut-être mis du temps à comprendre, mais en tout cas, qui avait fait quelque chose en moi à un moment, qui avait dit voilà, sachez que dans ce domaine, tout le monde rêve de faire des films, mais il y en a peu qui font des films. Donc voilà. Alors, je pense qu'à un moment, ça te dit mets-toi devant ton ordinateur et écris, quoi. Parce qu'en plus, c'est ça ce qui est un peu bâtard, c'est qu'on commence tous avec des rêves dans notre tête. Enfin, je veux dire, le début d'une histoire, c'est une image dans ta tête ou c'est une envie dans ta tête que tu as envie de matérialiser. Donc oui, le monde entier rêve en fait de faire des films, mais c'est d'abord aussi beaucoup de résilience et beaucoup d'abnégation pour en tout cas accoucher à une œuvre, quoi. Enfin, une œuvre, déjà un scénario. Mais... Si je peux ajouter un truc, c'est d'autant plus important de commencer à écrire, de baisser les enjeux et de renouer avec l'écriture, que c'est l'écriture qui te donne tes idées. C'est pas genre tu peux angoisser autant que tu veux, aller marcher, faire le repassage. Oui, mais en fait, c'est quand tu es en train de créer, donc d'écrire des bidules, que là, tu crées. En fait, et pour ça que c'est tellement important de faire une première version d'une histoire, c'est parce qu'en fait, tu vas te rendre compte de plein de choses que tu ne peux pas conceptuellement, théoriquement comprendre de ton histoire avant. C'est impossible. Personne ne le fait. Une très belle phrase de Marguerite Yourcenar là-dessus. J'adore écrire parce que je découvre ce que je pense. Et c'est très vrai, en fait, dans la même mesure que, en fait, si tu es musicien, tu veux composer un truc, mais ne marche pas dans la rue en attendant que ça tombe dessus. Joue un accord. Et tout de suite, tu vas trouver la suite. Enfin, et donc, nous, c'est pareil, notre matériau, c'est l'écriture. Donc, le gros problème dans l'angoisse de la page blanche, c'est qu'en fait, tu ne trouves rien dans cet espace. En fait, il faut écrire des mauvais trucs. Mais c'est juste, en fait, c'est dans l'écriture même que tu trouves. C'est en fabriquant. Je suis complètement d'accord. Il faut faire, en fait. Ouais. Et toi, Rosalie, un petit mot pour conclure sur cette question ? Non, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a un truc de nourriture, mais je pense que c'est un peu lié aux formations, c'est-à-dire que on a fait, je crois, tous autour de la table des formations, on nous demande d'écrire beaucoup sur des exercices X, Y, peu importe. Et donc, il y a un moment, on arrive, en tout cas, moi, ça a été mon cas, un peu à un stade d'essorage, quoi, où tu as tellement sorti de trucs, plus ou moins profonds, plus ou moins bien, plus ou moins vains. Et du coup, il y a quand même un souci de se nourrir, de revenir quand même au cinéma ou à la série ou à ce qu'on aime, même à d'autres types d'œuvres pour alimenter. C'était un prof en école de design, rien à voir, d'une amie qui disait que la créativité, c'est une petite casserole et qu'il faut mettre des trucs à l'intérieur pour pouvoir construire. Donc ça, c'est plutôt l'acte de créer, mais qu'il faut aussi alimenter le dessous pour que ça prenne, quoi. Et du coup, pour ça, il faut aussi aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Le fait de devoir un peu aller vivre, on l'oublie des fois en formation d'écriture. Et pour l'émergence, je crois que c'est un sujet important, quoi. D'aller vivre des trucs dans sa propre vie aussi, pour pouvoir les mettre dans sa création, quoi. Sachant que c'est un métier qui peut isoler, en tout cas, dans le sens où tu peux rester seul chez toi pendant une semaine, pas sortir et rester avec toi-même et tes pensées et ton projet. Donc, c'est clair que sachant que ça peut potentiellement enfermer, il faut faire l'effort de
Enfin, en tout cas, faire l'effort, prendre le plaisir, hein, prendre le temps de s'ouvrir, quoi. Je vous en supplie, faites un épisode sur la santé mentale des scénaristes. Il y a beaucoup Ouais, il y a des trucs de à choses dire, je crois. raconter. Vous faites ce métier, vous êtes introverti, vous vivez dans votre tête, désolé de vous l'annoncer. Donc, faire du sport, vivre et tout. Enfin, bref, en c'est gros, important. ton travail, c'est de lutter contre ton tempérament. Ton tempérament est de rester chez toi tout seul et d'écrire des trucs et de mater des séries. Bah, c'est surprise, c'est pas ça. Du coup, il faut faire exactement l'inverse. On arrive à la fin de notre échange. Joseph, tu voulais ajouter un dernier truc? Non, mais je trouve que dans la formation, moi je suis complètement d'accord avec toi, on peut t'essorer, te vider. C'est là où je pourrais le corréler avec ce que disait Vladimir aussi au début, c'est parfois eux ils te font écrire sans plaisir. Et là ça devient très difficile, je pense. Parce que moi quand je dis faut faire, mais parce que ton point de départ est intime ou pas, mais en tout cas le point de départ de ton histoire à toi personnelle vient forcément d'un moment ou d'un autre, d'une source de plaisir. Et donc là faut faire, il faut y aller. Mais effectivement, je pense que quand on te demande d'écrire pour écrire, et faire pour faire, oui, c'est une autre paire de manches, quoi. Oui, c'est le truc de Krivine, retrouver le plaisir. Sinon, Ouais, en fait, c'est ça. T'as accepté un projet pour payer tes factures parce que t'as un trop gros loyer. Je sais pas, ok, très bien. Mais à partir du moment où tu l'as accepté, si tu veux que ça se passe bien, faut que tu trouves des manières de kiffer. Parce que ça va te poursuivre pendant un an. Et après, il va y avoir ton dessus. En fait, c'est trop dur. Donc, à la rigueur, ton taf, c'est juste de retrouver le plaisir. On arrive à la fin de notre échange. Merci beaucoup, Vladimir et Joseph, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, après avoir évoqué votre galère de la semaine en début d'épisode, on arrive à la note plus positive. Est-ce que, pour finir en beauté, vous pouvez nous confier votre joie scénaristique de la semaine? Joseph, pour commencer? Moi, je parlais beaucoup de court-métrage, donc je vais finir avec le court-métrage. Vu que j'ai achevé l'écriture de ce court-métrage où j'étais résident. Et je crois que c'était vraiment la première fois de ma vie où j'ai lu un texte que j'ai écrit avec fluidité, où je me suis dit, waouh, c'est fluide. Et donc, j'ai pu refermer le texte et je me suis dit, bon, c'est bon, je crois que pour la première fois, je peux me dire que c'est OK. Parce qu'on sait très bien que c'est infini, le travail d'écriture. On peut travailler toute la vie. Donc, ouais, ça fait beaucoup de bien, là. D'un coup, on respire. Trop chouette. Bon, ça, c'est cool. J'en ai une belle. En ce moment, j'ai la chance, j'adapte des bouquins dont j'étais fan quand j'étais petit. Donc, le livre des étoiles de Éric Lhomme et Les fourmis de Werber. Et pour moi, c'est une chance parce que comme mon désir d'écriture s'est cristallisé très tôt, du coup, c'est les trucs que j'ai lus au moment où j'ai appris et compris que je voulais écrire, quoi. En gros, après Ratus et tout ça, et avant le Père Goriot, bah évidemment, j'ai lu de la littérature fantastique, quoi, ou de la SF comme tout le monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'adorais ça. Tous ces auteurs étaient anglophones. En revanche, il y en avait 2 ou 3 français, parmi lesquels ceux-là. Et il se trouve que donc j'adapte les fourmis de Werber. Et la semaine dernière, on lui a présenté notre travail. En gros, donc, on l'a montré. Je peux pas tout vous raconter là-dessus, mais en gros, il y a un animatique. Enfin, tu vois, genre, on a des images à lui montrer. Un truc de long, de 8 minutes et tout ça. Et il l'a vu dans la salle. Et tu sais, c'est compliqué parce que tu adaptes un truc. Il y a un mec de 34 ans, tu vois, genre, qui débarque. Toi, t'es un peu plus âgé. C'est ton bébé, c'est ton truc le plus célèbre. Donc, comment est-ce que ces gens vont saccager mon œuvre, tu vois, genre, en gros, globalement, tu vois, genre, point d'interrogation. Et il a trop kiffé. Ah, bravo, c'est trop bien. Ouais. C'est la fin de notre 2e épisode. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté En Développement, produit par l'association À l'Affût. Merci à Marion Delaby pour l'enregistrement sonore et la post-production, à Valentin Tenaillon pour le jingle, à Emma Branjon pour notre charte graphique et à Félix Ferreira da Silva pour la communication. On vous dit à très vite pour notre prochain épisode. À bientôt!